Nous allons débuter cette soirée et donc l'année. Bienvenue à vous pour cette première séance. Comme Monsieur le maire est présent, il me semblerait judicieux que je lui laisse la parole pour faire cette ouverture. Alors, je suis venu, malgré la pluie, comme vous, pour accueillir, je ne dirais pas mon ami, mais quelqu'un que je respecte beaucoup, Pierre-Frédéric Ténière-Buchot, qui a été directeur de l'agence de l'eau quand j'y siégeais, et qui est quelqu'un d'extrêmement diplômé et intelligent, ce qui n'est pas forcément associé, très cultivé, et qui s'est toujours dévoué pour des missions d'importance, d'où la carrière qu'il a pu réaliser. Alors je suis heureux que Madame Bessières l'ait choisi. Je regrette qu'il n'y ait pas, pour une fois, enfin c'est la première, on vous expliquera, première conférence, je regrette qu'il n'y ait pas davantage de monde, car ils vont perdre beaucoup de choses rares, sur un domaine comme l'eau, qui aujourd'hui est tout à fait galvaudé, qui a été pris par des petits extrémistes qui vous racontent que l'eau est un bien public, que ça doit être gratuit d'ailleurs. Je raconte toujours que mon village en Corse n'a eu l'eau qu'en 58, vous vous rendez compte, comme certains d'entre vous peut-être. Et alors le maire de l'époque avait donc fait installer l'eau avec une société d'économie mixte en Corse. Et tout marchait bien, c'était très bien, jusqu'au jour où est arrivée la première facture. Alors les Corses disaient « Tu nous fais payer l'eau ?» Le maire disait « Oui. Mais pourquoi tu la fais payer? C'est le bon Dieu qui la donne. » Et le maire n'était pas trop bête, il disait « Et il donne les tuyaux aussi ?» Voilà. Ben aujourd'hui, vous avez des gens qui disent l'eau, c'est un bien public, c'est comme la santé, n'est-ce pas? Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, mais ça a un coût. Voilà. Alors, on a tout un dossier en France. Nous avons en France, d'ailleurs, en paradoxe, les deux plus grandes sociétés de traitement d'eau au monde, la Lyonnaise et, enfin, comment il s'appelle, Suez, Lyonnaise et Veolia, les deux plus grandes. Dans le monde entier, quand il y a des appels d'offres, vous trouvez les deux en face à face. Et nous, on ne réussit en France qu'à les affaiblir, comme ça, voilà, en disant ce serait bien mieux en régie, comme c'était avant. Moi, je trouve qu'il y a mieux que la régie, c'est le porteur d'eau. C'était porteur d'eau, porteur d'eau. Voilà. C'était intéressant. Alors, grâce à M. Ténière-Buchot, je crois que vous allez vous élever un petit peu, parce qu'il connaît réellement l'ampleur et la pyramide de tout ce dossier. Nous devisions tout à l'heure, il y a bientôt les journées de l'environnement, et nous avons vu sortir un parlementaire qui s'est mis à tirer à la Kalachnikov, comme dans les rues de Marseille, sur les agences de l'eau, sur, enfin vraiment, heureusement qu'il arrive, quoi. Enfin, il arrive pour nous tuer. Et il y a quand même quelques personnes qui réagissent, mais tout ça pour des raisons de domination budgétaire, n'est-ce pas? M. Ténière-Buchot vous expliquera peut-être le système des agences qui nous a permis quand même de faire des gros travaux en France. Moi, j'étais hostile au Mont-Saint-Michel. Vous étiez favorable, vous? Ah bah moi, j'ai essayé de survivre au Mont-Saint-Michel. Ouais. C'est très compliqué. Ça, alors là, je ne vais pas entrer là-dedans, mais on m'avait demandé combien? 210 millions. Oui. Voilà, j'ai pas compris, tout compris. Puis après, quand notre ami Al Gore nous a montré que les océans montaient, j'ai dit à mes... Ça va régler. On nous a enlevé l'autre. Mais j'ai dit, mais attendez, on va continuer à désensabler le Mont, mais si le monte, on va avoir les bulldozers au milieu de la mer. Alors c'est ce qui est en train de se passer, gentiment. C'est drôle, ça. Il ne faut pas toujours écouter les ingénieurs. Écoutez quand même M. Ténière-Buchot. Merci, cher ami. Merci, M. le Président. Je partirai tout à l'heure parce que je vais à l'Assemblée où actuellement on fonce un peu. On n'ira peut-être pas en Syrie quand même. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, on va déjà rappeler que ces conférences sont mises en ligne et que sur le site de la ville, nous avons une bonne fréquentation de toutes les conférences que nous faisons dans le cadre des entretiens d'ici.
Finalement, il y a peut-être même des jeunes qui ne viennent pas, mais qui trouvent matière à travailler en regardant ces entretiens d'ici pour je ne sais trop quel exposé, mais en tous les cas, nous avons une bonne fréquentation. Alors, Pierre-Frédéric Thénière-Buchot, vous êtes ingénieur économiste. Vous avez d'ailleurs débuté dans l'aérospatiale, c'est-à-dire le regard plutôt tourné vers le ciel, ma foi. Il semble que Concorde ne vous ait pas convaincu, mais que l'eau vous a entraîné dans une longue carrière à son service, tout d'abord en France, puis à l'international. Vous avez été gouverneur du Conseil mondial de l'eau, haut conseiller aux Nations Unies pour l'environnement, et puis je pense que vous avez eu encore bien d'autres tâches. Vous avez écrit plusieurs rapports et plusieurs ouvrages. Malheureusement, les ouvrages sont indisponibles ou presque. Vous pouvez encore en trouver sur certains sites marchands sur le net qu'on ne citera pas. Mais il ne nous a pas été possible, en tous les cas, de les proposer à la vente et à la dédicace. C'est bien dommage. Ce soir, vous nous parlerez donc de la solidarité eau comme enjeu planétaire. Et je vous laisse la parole. Voilà, merci. Je ne savais pas qu'il fallait appuyer sur un bouton. Vous avez 3 boutons. Alors, d'abord, je vous souhaite, mesdames, messieurs, le bonsoir. Et je vous prie, si vous vous ennuyez, ou si vous ne comprenez pas, ou si je suis particulièrement ennuyeux, de m'interrompre. J'ai été professeur au Conservatoire des Arts et Métiers pendant plus de 30 ans. Donc j'ai l'habitude qu'on m'interrompe et c'est tout à fait bien parce que l'ennui est communicatif. Et donc quand l'auditoire ne me sent pas, si je puis dire, ça rejaillit, je deviens de plus en plus ennuyeux. Donc n'hésitez pas à vous manifester. Il y aura bien sûr, j'espère, des questions tout à l'heure, mais si vous n'entendez pas dans tous les sens du terme, soit parce que je ne parle pas assez fort, il faut s'approcher du micro, ici, il paraît, soit parce que c'est totalement incompréhensible, eh bien, faites-le savoir avec véhémence. Alors, on a choisi, avec la mairie d'Issy-les-Moulineaux, les entretiens d'Issy, le thème de solidarité eau. Donc, je vais plutôt vous parler des relations de notre pays et des institutions qui s'occupent de l'eau dans notre pays avec l'extérieur, ce qui ne veut pas dire que je ne peux pas répondre à des questions sur ce qui se passe dans le pays, mais j'ai orienté les 20 illustrations que vous allez avoir dans un instant vers ce qui se passe dans le monde avec les problèmes de l'eau. Donc je vais essayer de voir si ça fonctionne. Ça fonctionne. Je vous rappelle d'abord que l'eau est très mal partagée. Si vous allez au Québec, qui est une petite partie finalement, mais importante puisqu'on y parle français, du Canada, eh bien vous avez au Québec 20% des ressources d'eau superficielles et souterraines du monde. Donc si vous êtes particulièrement angoissé pensant que vos enfants ou petits-enfants, dites-leur d'émigrer, d'aller au Québec pendant les 1000 prochaines années. Il n'y a absolument aucun problème au Québec. Et il n'y aura pas de problème pour au moins quelques centaines d'années pour la pollution, par exemple. La pollution dans la Seine, on la voit tout de suite. Les poissons crèvent, c'est épouvantable. La pollution dans le Saint-Laurent, pas du tout. Avec les mêmes quantités, on ne voit rien du tout, tellement il y a une dilution. Si au contraire vous allez à Haïti ou au Burkina Faso, eh bien ça ne se passe pas du tout, c'est l'inverse, si vous voulez. C'est-à-dire que la France correspond à le palais de Dame Tartine. C'est absolument merveilleux ce qui s'y passe, tellement il y a une quantité d'eau abondante, même si dans le sud du pays on se plaint un peu, qu'en Corse on se plaint depuis 1958. Mais normalement ça va, la France ça va pour quelques dizaines, quelques décennies, quelques centaines d'années si on ne fait rien. Mais on fait des choses, donc ça devrait bien se passer. Donc il y a une grande inégalité. Cette inégalité est très liée à des climats politiques différents. Là où il y a de l'eau, il ne se passe pas des choses épouvantables. Là où il n'y en a pas, et je pense au Moyen-Orient, il se passe des choses très compliquées. L'eau n'est pas un facteur causal, ce n'est pas une
une cause des difficultés. On en reparlera tout à l'heure parce que c'est très lié en fait aux conflits et aux difficultés économiques et à la pominologie, hein, aux affaires guerrières, mais c'est un facteur aggravant. Autrement dit, c'est un peu comme un climat maladif dans une circonstance médicale. Si vous êtes faible, vous attrapez un peu toutes les maladies. Si vous allez bien, vous êtes en bonne santé, ben vous résistez mieux. L'eau, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que le manque d'eau vous rend faible. Beaucoup d'eau vous rend relativement à l'aise. Il y a le problème des compétences. L'eau est bien sûr un bien gratuit quand il pleut. Généralement, le bon Dieu ne fait pas payer. Enfin, quelques cierges peuvent aider hein, quand même, quand il n'y a pas beaucoup de pluie. Mais ça ne coûte pas trop cher, les cierges. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut des compétences pour faire les tuyaux, il faut des compétences pour lutter contre la pollution, il faut des compétences pour lutter contre les inondations. Les inondations font beaucoup de morts dans le monde. Beaucoup plus, on n'en parle pas beaucoup. Mais la pollution, c'est un truc de riche, en fait. Les inondations, c'est immédiat et c'est au hasard. C'est une catastrophe. Donc, il faut savoir comment s'y prendre. Il faut agir à l'avance et non pas laisser les choses se faire. Ces compétences sont très mal réparties. Elles sont mal réparties parce que les compétences se payent et que si vous êtes pauvre, eh bien, quand il y a des compétences, elles émigrent. Elles vont là où on paye mieux. Hein. Donc, c'est un gros problème qui va avec la difficulté territoriale. Et enfin, on dit qu'il y a beaucoup d'argent, c'est vrai. Mais l'argent, on le prête plus qu'on le donne. Et on le prête à ceux qui sont riches. Un banquier normal, qu'il soit public, notamment public, ou privé, eh bien, il prête aux riches, il ne prête pas aux pauvres. Donc, vous voulez faire une station d'épuration, vous êtes industriel, vous voulez diminuer votre consommation d'eau ou lutter contre votre propre pollution. Si votre entreprise marche bien, le banquier paye. Mais si elle ne marche pas bien, il vous fait remarquer que lutter contre la pollution n'est pas productif. Ce qu'on oublie de dire dans les journaux. Hein, tout ce qu'on fait dans le domaine de l'eau ne rapporte pas grand-chose. Ça coûte, c'est pas dans la même colonne en comptabilité. Ça coûte. Et donc, qui va payer? Et le problème des pouvoirs publics, c'est de savoir que ceux qui finalement ont de l'eau doivent payer pour ceux qui n'en ont pas, ça passe pas très bien dans les votes, que ceux qui polluent, ceux qui sont à l'aval, devraient normalement payer pour ceux qui le polluent, ça passe pas très bien, c'est le fameux principe qui pollue paye. C'est souvent celui qui est pollué qui est forcé de se débrouiller et qui paye, donc c'est l'inverse du principe. Tout ça entraîne, quand vous n'êtes pas très à l'aise, et notamment quand vous êtes un pays en développement, le fait que on va financer d'abord l'hôpital, il y aura des hôpitaux sans eau, on va financer les routes, mais le long de la route, il n'y aura pas l'eau, on va financer des affaires privées comme le téléphone portable. Tout le monde a le téléphone portable maintenant dans tous les pays du monde, mais l'eau, non. Donc, pourquoi? Parce que le téléphone portable, c'est amusant et c'est remboursé très, très vite, très facilement. Donc, l'argent abonde. L'eau, c'est difficile, tout le monde se plaint et c'est très mal remboursé, personne ne veut payer. Donc c'est très compliqué. Donc pour ces trois raisons-là, eh bien, vous avez des difficultés. Ces difficultés, elles sont illustrées par cette photo qui est un peu floue, mais bon, c'est toujours difficile de prendre des photos comme ça. Elles passent quand même, elles passent pas trop mal. Bon. Donc là, je crois que c'est au Sénégal, il me semble. C'est un point d'eau. Et vous voyez, cette photo, je l'ai prise parce que peut-être que l'âne est âgé, mais tout le reste de la population qui est autour de l'âne est très jeune. Ça, c'est tout à fait typique. Dans la France normale, à la sortie du métro de tout à l'heure, à Méridici, les gens n'ont pas cet âge-là. Ils sont beaucoup plus âgés. C'est la différence entre un pays en développement et un pays développé. Pays développé, on survit. Je suis âgé, certains d'entre nous, autour de
dans cet auditoire le sont aussi, on a survécu. Là, non. 45 ans, ça commence à être un âge maximum. En revanche, beaucoup, on verra tout à l'heure, de progression démographique. La croissance démographique va très vite là où il n'y a pas d'argent et va très lentement là où il y en a. Et même parfois décroît. La Russie actuelle, l'Allemagne actuelle, les pays scandinaves sont plutôt en déclin. La France, pas trop, se maintient. Mais l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Asie, on va voir ça dans un instant, c'est beaucoup, non pas de bouche à nourrir, bien sûr, sont à nourrir, mais à breuver, à faire boire. Il n'y a pas d'eau. Il y a toujours la même quantité d'eau. Donc il n'y avait pas d'eau, mais maintenant il n'y a pas d'eau pour plus en plus de jeunes. Et ça pose un gros problème pour les décennies qui viennent. Ça fait déjà 50 ans que ça dure. Ça fait déjà 50 ans que ça pose un gros problème, disons, en gros, juste après-guerre, dans les années 50-60, les choses ont commencé à, comment dirais-je, à ne pas respecter l'offre et la demande. C'est-à-dire que la demande allait plus vite que l'offre. Le changement climatique. Vous avez tous entendu parler du changement climatique. Je n'ai pas parlé de l'accroissement de la température. L'accroissement de la température est à peu près sûr, mais son effet sur l'eau, est-ce que c'est un réchauffement climatique? Pour l'eau, ce n'est pas évident, parce que des fois, c'est vrai, là où il n'y a pas d'eau, il y en aura encore moins, mais là où il y a de l'eau de temps en temps, parce qu'il y a des typhons, par exemple, il y en a de plus en plus. Donc ça signifie que les inondations sont plus importantes qu'avant. En fait, sur le plan des relations entre la température et l'eau, imaginez la Terre sous la forme, et ce modèle n'est pas stupide, sous la forme d'une cocotte minute fermée et qui siffle de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de température. Alors ça signifie que la quantité d'eau est toujours la même, mais il y en a de plus en plus sous forme de vapeur. C'est la soupape qui fait évacuer le liquide qui bout. Et cette vapeur, à un moment donné, elle retombe, et ça signifie qu'il pleut. Donc, normalement, il devrait y avoir moins d'eau où il n'y en a pas, et plus de pluie là où il y en a. Ce qui n'est pas, dans les deux cas, une très bonne nouvelle. Enfin, les conflits armés, on va en reparler, c'est sans doute ce qui pose le plus de problèmes à l'heure actuelle, qui est un peu un sujet tabou, parce qu'on veut absolument trouver des causes qui sont finalement des causes relativement naturelles si on se place à un niveau aérospatial de très loin. En fait, c'est la cage à rats. C'est-à-dire que vous mettez des rats 2-3 dans une cage, vous ne leur donnez pas à manger. Généralement, ils sont relativement polis quand ils sont 2 ou 3. Mais quand ils commencent à être 20 ou 30 et que la cage est toujours là, ils s'entretuent. Alors c'est en train de se passer. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'eau? Non, je ne le crois sincèrement pas. On ne fait pas la guerre pour l'eau. Mais le manque d'eau accroît la guerre. C'est un peu comme l'huile sur le feu, si vous voulez. Bien, le manque d'eau accroît les marchands d'armes. Ça revient à peu près à ça. Mais on pourra en reparler tout à l'heure, si vous le souhaitez. Alors ça, c'est la partie ennuyeuse de mon exposé. Si vous n'aimez pas trop les courbes, mais je n'ai pas pu résister. Moi, je suis un peu ingénieur, donc j'aime bien les courbes. Alors vous voyez, à gauche, ça commence en 1800, tout en bas à gauche, et ça se termine en 2100, tout en bas à droite, sur le premier graphique, celui de gauche. Donc vous voyez qu'entre 1800 jusqu'à 1950, la population mondiale s'accroît un peu, mais enfin, bon. Et vous voyez qu'à partir de 1950 jusqu'à maintenant, jusqu'en 2013, la pente qui est en bleu, là, change complètement d'allure. C'est-à-dire que moi, quand j'étais tout jeune, on était 2 milliards dans le monde, et maintenant on est 7. Donc, je ne vais pas vous dire mon âge, mais vous allez le deviner, en disons 50 ans, ça a été épouvantable puisque la population a été multipliée par 3,5. Donc ça n'a jamais eu lieu jusqu'à présent
en remontant avant la Bible. Donc c'est quelque chose qui est compliqué, et je dirais que même on arrive à se débrouiller, tant sur le plan alimentaire que sur le plan des relations internationales. Les gens ne s'aiment pas trop, c'est la cage à rats, que sur le plan hydraulique, bien entendu. Et ensuite, vous avez affaire aux experts des Nations Unies, dont j'ai fait partie. Et la prudence est la règle pour rester aux Nations Unies un certain temps. Donc vous voyez, vous avez le droit de dire ce que vous pensez à la condition que ce soit n'importe quoi, puisque les plus optimistes, quand il faut faire plaisir, disent que ça va décroître, donc c'est la courbe du bas à partir de 2013. Les plus pessimistes disent que la pente bleue va devenir rouge-violette, et vous voyez que dans ce cas-là, en 2100, on est 17 milliards, donc ça fait frémir. Et la moyenne, qui ne veut rien dire, qui ne veut strictement rien dire, personne ne sait très bien ce qui va se passer en fait, et notamment si on est démographe, eh bien, on dit qu'en moyenne, c'est la courbe orange qui signifie que c'est fini. On ne dit plus qu'à 9 milliards, les choses vont s'arranger et se stabiliser. Ça, c'est ce qu'on disait il y a 2-3 ans. Maintenant, on parle de 11-12 milliards. Donc, on s'approche du double de personnes qui existent à l'heure actuelle, et dont, sur les 7 milliards, il y a 1 milliard qui se porte bien. Nous tous dans cette salle, on se porte bien. Il y a 3 milliards et demi, 4 milliards qui se portent très mal. C'est-à-dire qu'il y a une mortalité infantile importante, on va en reparler, il n'y a pas d'éducation, il y a des problèmes d'eau et d'hygiène. Il y a des problèmes de santé qui vont avec. Et puis, entre les deux, il y a 1,5 milliard, 2 milliards qui ne savent pas s'ils vont aller vers les riches ou vers les pauvres. Donc, c'est pas formidable. J'ai pris conscience de ça parce qu'à un moment donné, j'ai travaillé pour l'électricité de France. Et l'électricité de France exporte tout un tas de choses, son savoir électrique, etc. Et ils avaient séparé la clientèle en 3 morceaux. Ceux qui peuvent payer, les solvables, ceux auxquels on peut faire des dons, mais il ne faut pas trop y aller. Et puis les paris, c'est pour le milliard qui est au milieu. C'est une vision commerciale, si je puis dire, qui n'est pas très généreuse, mais qu'il faut connaître. Et donc, il y a 50% de la population qui ne va pas bien du tout, 3,5 milliards sur 7 milliards. Dans le graphique de droite, vous voyez qu'il y a cette courbe. Et ça, c'est l'avantage d'avoir fait des études dites scientifiques. La courbe de gauche, vous montrez ça à des journalistes, ils sont affolés. Forcément, ça monte d'un seul coup. Bon, au lieu de commencer en 1800, vous commencez en 1950, et la courbe devient plate, très gentille. Il n'y a plus de danger. C'est la même, hein. Mais ce n'est pas la même abscisse. Vous l'avez étirée. Et donc, vous voyez la même courbe, le monde, avec cet écart fabuleux sur le graphique de gauche qui devient un écart ridicule sur le graphique de droite. C'est pourtant exactement la même chose. Alors, ce qui est intéressant dans le graphique de droite, c'est qui s'accroît et qui diminue. Vous voyez que l'Europe diminue. Hein, j'ai cité tout à l'heure un certain nombre de pays. Les pays deviennent plus vieux. C'est rare de faire des enfants à 70 ans. On peut en adopter, mais enfin, c'est quand même pas encore au point, si vous voulez, le fait de faire des bébés éprouvettes à cet âge. Puis je crois que c'est raisonnable de ne pas trop en faire. Vous voyez que l'Afrique n'a pas besoin de ça. L'Afrique est très jeune. Et l'Afrique est le continent qui a la plus forte croissance. Donc ça va poser un problème économique parce que les tuyaux et les stations d'épuration, notamment dans les grandes villes africaines, ça coûte le même prix en gros qu'en Europe ou qu'en Amérique du Nord. Vous voyez que l'Amérique du Nord s'accroît faiblement, que l'Amérique latine qui est en rouge, ça va plus vite, et qu'il n'y a jamais eu personne en Océanie, et bien ça continue. Il n'y a pas grand monde. Donc c'est une deuxième possibilité si vous avez des petits-enfants qui sont inquiets. Première possibilité, ils vont dans le Grand Nord au Canada. Deuxième possibilité, ils peuvent aller aussi en Sibérie, mais c'est compliqué. Et deuxième, il y a beaucoup d'eau en Sibérie. Deuxième possibilité, ils vont là, alors il n'y a vraiment pas d'eau, en Océanie. Entre les deux,
il va falloir faire sa place au soleil, si je puis dire, et près d'un point d'eau, ce n'est pas du tout évident. Et ici, vous n'allez rien voir, mais je vais essayer de vous commenter. Je me suis permis de faire, j'ai été prof, comme je vous l'ai expliqué, donc je n'aime pas faire ce genre de tableau illisible. Bon, c'est simplement pour vous montrer l'abondance des conflits. L'abondance des conflits, c'est que, en fait, les hasards de l'histoire ont fait que, au point de vue eau superficiel, donc c'est la colonne de droite, vous avez à peu près 250 bassins. Un bassin, c'est l'équivalent du bassin de la Seine. Vous voyez, ça commence vers Dijon, ça se termine à Sainte-Adresse, près du Havre, et tout autour, vous avez des affluents. C'est le bassin de la Seine avec au milieu Paris. Bon. Ben, vous avez la même chose dans le monde entier, avec des fleuves plus ou moins grands. Vous avez le bassin du Nil. Bon. Depuis à peu près Louis XI, on ne se bat plus. Bon, allez, on peut peut-être même aller jusqu'à Louis XIII. Mais on ne se bat plus à l'intérieur du bassin Seine-Normandie pour acquérir des territoires. Ce n'est pas du tout le cas pour le Nil. Hein. Je prends le Nil parce qu'il y a tout pour que ça explose dans les 10-15 ans qui viennent. Il y a des pays de l'amont qui se trouvent ennuyés par des lois qui leur limitent la construction de barrages, l'augmentation de l'agriculture irriguée, le fait de mettre des usines. Hein, c'est un traité de Londres qui date du début du XXe siècle, qui est toujours en vigueur, et qui fait que l'Égypte tient le Soudan, qui lui-même tient les pays du Nil bleu et du Nil blanc. Donc le Nil bleu, c'est du côté de l'Éthiopie, et le Nil blanc, c'est du côté de l'Afrique centrale. Eh bien, ces pays ne peuvent pas se développer sans avoir l'accord de ce qui a été un protectorat britannique, en fait. Et les Britanniques sont des gens qui tiennent les lois internationales longtemps, beaucoup mieux que nous. Et donc, ça pose un problème. Le problème est accru par le fait qu'un pays comme l'Arabie saoudite achète les terres qui pourraient, à un moment donné, si on dédommage les Britanniques suffisamment, donc on est dans de la vraie politique, si vous voulez, être mis en culture à la condition que ça n'aille pas aux Égyptiens ni aux Soudanais. Donc il y a des tas de projets à l'heure actuelle, sont financés par la Banque mondiale, qui ont, je dirais, l'accord des pays riches, qui font que ceux qui sont pauvres vont devenir plus pauvres encore. Donc ça, c'est merveilleux pour créer des conflits. Et donc on sait très bien qu'il va y avoir des conflits, ça, il y a même des conférences là-dessus, qui est par où on va commencer. Au Soudan, il s'est passé des choses. Alors encore une fois, il n'y a pas des guerres de l'eau. Il y a généralement le pétrole ou le gaz qui s'y ajoute. Mais l'eau, l'agriculture qui est empêchée, le fait qu'un certain nombre d'ouvrages sont interdits, provoque, si vous voulez, un certain nombre de choses. Alors, il y a des cas où vous allez dire, voilà, Ténière Buchot, il est pessimiste, mais le Jourdain, par exemple. Le Jourdain, vous connaissez bien Israël, la Palestine, bien entendu tous les pays limitrophes, y compris l'Irak, la Syrie, etc. Alors ce n'est pas une cause, mais disons que c'est un bon foyer de conflit. Et bon, là où je suis pessimiste, je pense qu'il y en a encore pour 100 à 200 ans, c'est-à-dire que c'est un peu leur guerre de 100 ans à eux. Il y a eu 2 guerres de 100 ans en France, hein, avec les Anglais. Eh bien, c'est un peu la même chose qui est en train de se passer. Si vous êtes marchand d'armes, m'excuse de dire ça, mais il faut y penser. Hein. Un marchand d'armes, c'est une activité que j'ai un peu connue quand je faisais de l'aéronautique. C'est pas très loin, hein, les satellites, les fusées, tout ça. Bon. Vous êtes content d'avoir le Jourdain. C'est bon client. Parce que vous vendez à tout le monde, bien entendu. Et le manque d'eau est tout à fait étudié dans des cercles militaires, j'en ai fait partie. C'est un facteur intéressant qui permet de faire des scénarios, comme on dit, commerciaux. Bon. Vous en avez donc tout un tas d'autres, et puis pour illustrer que les choses peuvent s'arranger, bon, le Rhin, ça y est, je pense qu'on va pas se chipoter avec les Allemands, encore que ça arrive encore, mais enfin pas pour c'est une anecdote. La rive droite du Rhin, donc vous voyez, la rive droite du Rhin, elle est en Allemagne, hein.
Eh bien, dans les traités internationaux de 1945, elle appartient à la France. Hein. La rive droite du Rhin appartient à la France. Ce n'est pas la ligne médiane. Hein. Donc, vous voyez, c'est quand même intéressant de voir qu'on ne sait jamais. La frontière avec l'Italie, depuis la Savoie et puis dans les Alpes. La ligne des sources, elle est dans le bassin Méditerranée-Corse, elle n'est pas en Italie. Si les Italiens sont méchants, clac, on peut mettre des substances dans les sources. Donc, veut dire que tout ça, il ne faut pas être paranoïaque, voir le mal partout, mais il ne faut pas non plus ignorer le mal. C'est un peu comme un médecin, s'il ignore la maladie, il ne peut pas la soigner. Et il devient médecin mondain, si vous voulez. Ce n'est pas mon genre. Donc, il faut savoir ce genre de choses. Alors, bien entendu, il y a l'eau superficielle, mais il y a l'eau également souterraine. C'est la pire. C'est-à-dire que vous avez les moyens, vous mettez un gros tuyau avec une énorme pompe et vous videz l'eau de l'autre côté de la frontière. Alors, je ne parlerai pas du plateau du Golan, mais j'y pense, hein, c'est tout à fait le cas, par exemple. Hein. Ceci n'est pas étant, de ma part, anti-israélien. Je serais à leur place, j'en ferais autant. Mais ça crée évidemment des tensions, puisque les uns ont l'eau souterraine, les autres l'ont pas. Dans des pays qui ont été des colonies espagnoles dans le sud des États-Unis, vous voyez le Nouveau-Mexique, le Texas, etc., et bien entendu un peu plus bas le Mexique. Celui qui a beaucoup d'argent met une usine gigantesque pour extraire l'eau du sol, il a des champs, et son voisin, s'il a moins d'argent, il n'a rien. Trop tard. S'il a beaucoup d'argent et qu'il y en a deux qui font ça ensemble, la nappe s'épuise. J'ai vécu ça, j'ai été consultant au Mexique pendant quelques années. Et on sait que dans 70 ans, mais c'était déjà il y a 10 ans, dans 60 ans, il n'y aura plus d'eau du tout dans le nord du Mexique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si M. Slim est suffisamment généreux, c'est numéro 1 mondial au point de vue financier, il va dessaler l'eau de mer. Mais dessaler l'eau de mer, ça coûte très cher. Là, le bon Dieu, il ne donne pas l'eau de mer gratuitement. Hein, il faut enlever le sel, ce n'est pas donné. Donc vous avez tout un tas d'exemples. L'exemple africain qui fait plus mal au cœur, c'est le lac Tchad, qui est la peau de chagrin. Et où il y a maintenant quelques marais, ça vaut la peine. Donc on parle beaucoup du lac d'Aral, de la Caspienne, etc. Tout ça, ça a diminué. Mais le lac Tchad, c'est intéressant aussi. C'est l'eau souterraine qui fait que le lac disparaît petit à petit. Donc vous en avez tout un tas, et simplement, il y a toujours la même quantité d'eau dans le monde, mais comme il y a de plus en plus de monde, ça pose des problèmes. Merci d'être resté jusqu'à maintenant. Alors les conséquences, il y en a 3 en gros dont j'ai déjà un peu parlé. La première conséquence, la plus grave, c'est la santé publique. Donc n'allez pas croire que je suis anti-environnementaliste, j'ai passé ma vie à ça, ma vie professionnelle, et puis même ma vie un peu militante maintenant. L'environnement, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de grave. Quand l'environnement va mal, le reste va mal. Mais ce qu'on voit du reste, c'est d'abord la santé. Et la santé, c'est toute l'action hygiéniste du 19e et puis un peu du 20e siècle. Dans les pays en développement, c'est vraiment la priorité des priorités. Et quand on m'a fait l'honneur de me prendre aux Nations Unies pour aller porter la bonne parole, j'ai assez vite compris que quand on était pauvre, et qu'on parlait de la biodiversité, des fleurs, des petits oiseaux, etc., on n'était pas bien reçu du tout. On n'était pas bien reçu parce que l'essentiel n'était pas réalisé. Et l'essentiel, c'est que les gosses ne meurent pas. L'essentiel, c'est que vous puissiez être sauvés grâce au progrès de la médecine, mais la médecine est très liée à de l'eau relativement honnête, pas à de l'eau croupie, pleine de moustiques ou de larves, qui fait que quand on vous soigne, vous attrapez autre chose. Et donc c'est un vrai problème, la santé publique. Le développement économique, j'en ai parlé, si vous avez de l'eau, tout vous est permis,
Vous pouvez même la gâcher. C'est généralement ce qui se passe au début. Puis quand vous en avez moins, vous l'économisez. Mais vous avez la navigation, vous avez donc un transport quasi gratuit, vous avez bien sûr l'irrigation agricole, vous avez le développement des villes, vous avez le développement industriel, l'eau sert de source froide. Bref, vous avez des tas de possibilités qui n'existent plus quand vous êtes dans un désert. Donc dans un désert, comme son nom l'indique d'ailleurs, il n'y a pas grand monde, il n'y a pas d'eau. Donc il n'y a personne, il faut de l'eau, il faut un minimum. Et puis, il y a, alors je ne suis pas un sentimental, hein, je crois que vous l'avez compris, mais le manque d'eau entraîne qu'il y a des problèmes de relations, j'ai parlé de la Kajara, qui sont difficiles, et les plus faibles en font les frais. Qui sont les plus faibles? C'est la petite représentation qu'il y a sur voilà, vous la voyez, merci. C'est une petite fille qui est la plus faible, puisque elle est du sexe féminin. Généralement, son père ne fait pas grand-chose, et donc c'est les femmes qui vont chercher l'eau. Des fois, il y a quelques kilomètres à faire. Sur les kilomètres, elles peuvent se faire violer. Hein. Je dis ça parce que je l'ai vécu. C'est épouvantable, c'est épouvantable. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de toilettes dans les écoles, les jeunes filles ne sont pas à l'aise. Hein. Et donc, comme elles ne sont pas à l'aise, elles ne vont pas à l'école. Comme elles ne vont pas à l'école, elles vont chercher l'eau. Vous voyez, ça s'appelle un cercle vicieux. Et donc, le fait d'avoir de l'eau près de chez soi, je ne dis pas au robinet, mais un jour au robinet, ça encore mieux. Mais à une borne fontaine qui est de l'autre côté de la rue, c'est parfait. C'est parfait pendant quelques années. C'est mieux que de ne pas avoir d'eau et d'avoir forcément les plus forts qui asservissent en fait les plus faibles. Les plus faibles, les filles et les enfants, hein, d'une manière générale. Donc ça, c'est un troisième aspect, qui est un aspect évidemment plus sentimental, mais qui existe et qu'il faut rappeler. Alors voilà le fameux livre que vous ne trouverez pas, mais je vous rassure, pour ceux qui voudront prendre un verre de jus d'orange tout à l'heure après cette séance pénible, pas trop j'espère pour vous, eh bien j'ai apporté tout un tas de documents de ce mois-ci, hein, qui sont tout à fait actuels. Ce livre, j'ai eu l'honneur d'y participer avec Michel Cantu. Michel Cantu, c'était l'ex-patron du Fonds monétaire international qui, comment dirais-je, quand il n'y était plus, il a fait un peu, c'est un ami, hein, je vais dire, des méchancetés comme on peut se permettre sur des amis. Donc il a fait le contraire de ce qu'il faisait avant. Avant, je dirais que quand on était pauvre et qu'on lui devait de l'argent, c'était pas très rigolo les relations qu'on avait en tant que pays pauvre avec le Fonds monétaire international. Et après, il a à tout prix voulu aider les pays qu'il avait contribué à appauvrir. Donc, on a fait un livre ensemble avec d'autres qui s'appelle tout simplement Eau et qui est un certain nombre de recettes financières pour essayer qu'il y ait un peu plus d'argent et, comment dirais-je, qu'il y ait une attention portée, dont je vais vous parler maintenant, sur ces problèmes que je suis en train de vous décrire. Le point de départ a été ce que je vous disais il y a un instant, c'est-à-dire la maladie, la morbidité et la mortalité. Donc sur la jaquette de ce livre que vous pouvez trouver en faisant haut qu'en dessus sur Amazon ou l'équivalent, il y en a un qui circule qu'on peut acheter d'occasion pour un prix dérisoire. Eh bien, tout ce que je suis en train de vous raconter, il est dans ce bouquin qui date quand même de 2005-2006, donc ça n'a pas trop vieilli. Là-dedans, on vous dit qu'il y a 8 millions de morts par an, c'est vrai, si vous y ajoutez des maladies comme le choléra, la typhoïde, qui sont à la base des épidémies qui passent par l'ingestion d'eau ou par les moustiques. Bien entendu, si vous êtes à l'OMS, l'OMS c'est l'Organisation mondiale de la santé,
vous mettez les ennuis dans des cases différentes. Donc l'eau ne fait plus que 3, 4, parfois 5 millions de morts et non plus 8. Et puis dans une autre case, vous avez la typhoïde qui en fait 1,5 ou quelque chose comme ça, le choléra qui doit en faire 1 million. Et donc si vous additionnez tout ça, vous retrouvez le chiffre, mais si vous ne l'additionnez pas, vous retrouvez des équipes qui émargent à des budgets différents. Donc c'est une vieille technique administrative. Quand il y a trop d'ennuis, on découpe en rondelles et ça donne moins l'impression que l'eau est mal gérée dans le fond. Sur 7 milliards, il y a 1 milliard de malades. Qu'est-ce que c'est qu'un malade? C'est quelqu'un qui a des diarrhées, par exemple, plus de 5 fois par an. C'est-à-dire c'est tous les 2 mois, hein, en gros. Bon, ce qui n'est le cas d'aucune personne ici dans la salle. Ça nous arrive 1 fois par an parce qu'il y a une grippe ou un truc comme ça, mais pas 5 fois par an. Mais en Afrique, il y en a. En Asie, il y en a. Hein. Donc là-dedans, il y a 50% d'enfants et qui ne dépassent pas 5 ans. Donc il y a une mortalité énorme malgré l'accroissement démographique net dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, l'ONU est ennuyée de ça. Donc, elle a toujours le même système de découpage. Vous avez une statistique pour les moins de 5 ans et puis une statistique pour les plus de 5 ans. Comme ça, les plus de 5 ans, c'est darwinien. Ils se sont tirés d'affaire pendant les 5 prochaines années. La mortalité chute d'un seul coup. Elle a eu lieu avant. C'est pas honnête. On peut dire que ça consiste à dire les moins de 5 ans, ils comptent pas. C'est vrai, ils votent pas. Hein. Mais enfin, ils ne payent pas d'impôts non plus. C'est les parents qui payent pas. Donc, il y a toutes sortes de manières de compter. Alors maintenant, je vais essayer d'être un peu plus positif que j'ai été jusqu'à présent, parce que vous allez me dire tout à l'heure, mais vous voyez vraiment la vie en noir. Enfin, c'est sombre et désespérant. Il y a 3 sortes de solutions qui sont apportées. Des solutions internationales, c'est donc le système des Nations Unies, en gros. Hein. Des solutions nationales, donc c'est les pays riches qui apportent une petite aide, en fait, à ceux qui le sont moins. Et puis des solutions dont des vieilles personnes comme moi s'occupent dans leur vieil âge, c'est-à-dire c'est des associations, hein, c'est de l'associatif et bien entendu c'est bénévole, mais ça compte, hein, et je vais vous expliquer pourquoi ça compte. Alors, il y a beaucoup d'argent sur l'international, il y en a moins sur le national, il n'y en a quasiment pas sur l'association. Il n'y a pas tellement de gens sur l'international, il y a un peu plus de gens au niveau national, il y a énormément de gens sur les associations. Donc c'est intéressant d'avoir ça en tête. Alors on va commencer par l'international, j'en ai fait partie. Donc moi je travaillais pour le PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Mais plus important, il y a le PNUD, avec un D comme développement. Il y a l'UNICEF. L'UNICEF, ça s'occupe des enfants. Hein, à Noël, vous avez les timbres pour l'UNICEF, vous avez vu ça. Ils s'en occupent bien sur le plan de l'eau. C'est pas mal du tout ce qu'ils font. Vous avez l'UNESCO. L'UNESCO, c'est pour ceux qui sont experts dans le domaine de l'eau. Donc il y a un programme hydrologique international, le PHI, et sur la carte de visite, c'est très chic de faire partie du PHI. Et ce sont des gens bien, mais sur le terrain, on ne les voit pas trop. C'est surtout dans les conférences. Il y a la FAO. La FAO, c'est Food and Agriculture, donc l'alimentation et l'agriculture, qui est à Rome et qui s'occupe pas mal d'eau, parce que l'eau, ça aide quand même l'agriculture, hein, quand même. Vous avez un truc qui est compliqué, la UNSGAB, ça veut dire United Nations, Nations Unies, SG, Secrétariat Général, AB, Advisory Board. Alors, Advisory, le conseil, et Board, le conseil consultatif. Hein, voilà, merci. Et pourquoi? Alors, ça a été oublié, c'est intéressant que ça ait été oublié, Fort Water. Fort Water n'a pas été retenu. Donc, vous avez un certain nombre de sages, il y a 2 Français, dont Michel Cantu, dont on parlait tout à l'heure, qui siègent à ce conseil qui est auprès de M. Ban Ki-moon, donc du patron de l'ONU, pour essayer de donner un semblant de cohérence dans tous ces trucs. Oh, je vais dire une chose qui est un peu excessive, mais enfin,
une bonne partie, je ne veux pas dire 50%, mais une bonne partie du travail consiste à gêner le concurrent d'à côté. C'est un peu comme dans nos ministères à nous. Hein. Le ministère des Armées essaye d'avoir un budget que n'aura pas le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Agriculture, et réciproquement. Bon. Dans les Nations Unies, les nations sont peut-être unies, j'ai parfois des doutes, mais les services des Nations Unies, je peux vous assurer qu'ils ne sont pas unis. Et que donc, il y a tout un apprentissage pour arriver à trouver un peu d'aide des uns et des autres. Si vous vous adressez au PNUD, vous n'aurez pas l'aide du PNUE, parce qu'il y a une jalousie, mais vous aurez peut-être l'aide de l'UNICEF, mais ça veut dire que vous n'aurez pas l'aide de la FAO. Il y a un ordre dans lequel il faut faire les choses quand on est demandeur. Donc c'est un travail. Vous avez ce qu'on appelle des institutions financières internationales, IFI, ça se dit de la même façon en anglais. Donc il y a la Banque mondiale, bien sûr, il y a les banques régionales comme la Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement, et que sais-je. Vous aviez bien sûr aussi l'Union européenne. Et puis, vous avez une sorte de bureau d'études qui est à Paris, qui s'appelle l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, qui, à l'intérieur, a une commission pour l'aide au développement, le CAD-CAD, dont je vous recommande sur Wikipédia de faire OCDE ou OECD en anglais, hein, ça se passe mieux si c'est en anglais, OECD DAC, DAC, et non pas CAD, c'est l'inverse. Et vous aurez toutes les statistiques que vous voulez. Et c'est très bien fait. Donc le statisticien qui décrit combien d'argent qui passe de l'un à l'autre, etc., c'est l'OCDE. Vous avez des choses qui sont plus importantes au point de vue argent que l'ONU, maintenant. Ça, c'est fou. Hein, c'est nouveau. C'est par exemple Bill et Melinda Gates, donc leur fondation, qui, dans le fond, chaque fois que vous êtes sur un clavier, il y a un peu d'argent qui partira dans des fondations plutôt généreuses et qui aident plus la santé publique que l'eau, par exemple, mais qui aident bien. Et puis vous avez des associations dont j'ai fait partie, on l'a rappelé tout à l'heure, dont je fais encore partie, hein, mais enfin dont je ne m'occupe plus comme responsable, le CME-WWC, c'est-à-dire le World Water Council, le Conseil mondial de l'eau, CME, qui est à Marseille, et son infâme concurrent, mais en fait c'est un partenaire, il s'appelle le Global Water Partnership, GWP, c'est-à-dire le partenariat mondial, on ne dit pas global en français, mondial de l'eau. La différence entre les deux, c'est qu'ils ont le même papa qui s'appelle la Banque mondiale, et qu'il y a ceux qui parlent très bien anglais, ils sont au GWP à Stockholm, avec un accent des meilleures écoles britanniques, et ceux qui parlent anglais comme moi, ou qui sont arabes ou japonais, et ils sont au Conseil mondial de l'eau. Bon, je traduis ça de manière historique. Vous avez d'un côté les anciens membres du British Empire, ça c'est GWP, et de l'autre côté, tous ceux qui ont fait partie de l'Empire français colonial et qui, comme par hasard, se retrouvent à Marseille. C'est intéressant parce que vous voyez, les choses changent, mais il y a des choses non dites qui ne changent pas. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Alors, qu'est-ce que font ces associations internationales? Elles font des discours et des... alors, là aussi, faites 3W, Conseil mondial de l'eau, et vous allez avoir tous les discours. Faites la même chose pour Global Water Partnership. Il y a des études tout à fait intéressantes. Elles n'interviennent pas beaucoup sur le terrain. Hein, c'est un peu ce que je disais sur l'UNESCO. On se retrouve tous ensemble. Et une des grandes réalisations de ces réunions, c'est de savoir quand est-ce qu'on va se retrouver la prochaine fois et à quel endroit. Hein, je suis un peu critique, j'en ai fait partie, donc c'est un petit caillou dans ma mare à moi. En 2000, l'Assemblée générale des Nations unies a voté quelque chose qu'il faut absolument que vous connaissiez, parce que ça débouche en 2015. Donc, 2015, c'est dans un an et demi, hein, qui s'appelle les objectifs du millénaire pour le développement. Donc, il y en a 8, et parmi ces 8, il y en a un qui est en rouge. Là, je ne vais pas vous les citer parce que je ne veux pas vous ennuyer, je vois que l'heure tourne.
vous avez l'environnement durable. Dans l'environnement durable, vous avez, parce qu'on a insisté, l'eau, qui n'y était pas au départ, et 2 ans plus tard, on y a ajouté l'assainissement, alors que l'assainissement, c'est lui qui tue beaucoup plus que le manque d'eau. Le manque d'eau, les gens se déplacent. Ils vont à un endroit, c'est plus ou moins pacifique, mais ils vont à un endroit où il y a de l'eau. Quand vos gosses attrapent le choléra, vous ne vous déplacez plus. Donc l'assainissement, c'est quelque chose qui était terrible dans l'Europe de l'Ouest en 1850, hein, il n'y a pas si longtemps, Napoléon III. Hein, bon. Donc ça a été ajouté, mais un peu à regret par les Nations Unies, qui trouvent que ce n'est pas un truc si important que ça. Il s'est passé, sur le plan juridique, quelque chose d'important. En 2010, donc il y a 3 ans, voilà que les Nations Unies reconnaissent le droit à l'eau potable et à l'assainissement comme un droit de l'homme. Tout le monde a dit, quand vous avez un truc comme ça, il faut que les pays ratifient. Et je ne sais pas si vous connaissez ce système du rasoir à 2 lames. La première lame couche le poil, la seconde lame le coupe. C'est exactement ce qui s'est passé là. C'est-à-dire que les Nations Unies prennent des tas de décisions, ça couche l'opinion publique, mais ça ne coupe pas l'opinion publique, ça ne la change pas. Il a fallu qu'à Genève, le Conseil des droits de l'homme prenne 2 ou 3 mois plus tard une décision qui était d'inclure ce droit fondamental à l'eau potable et à l'assainissement dans les droits économiques, sociaux et culturels. Alors vous qui n'êtes pas juriste, je pense pour la plupart, vous dites oui, pourquoi pas. Oui, mais ces droits économiques, sociaux et culturels, ils ont été ratifiés en 1948 par la plupart des pays. Et donc ça signifie que le droit fondamental à l'eau est devenu un droit obligatoire qui peut être poursuivi. Alors, je dis ça pour ceux qui auraient, comment dirais-je, des envies de se battre avec les tribunaux administratifs. Il y a de quoi. Il y a de quoi maintenant. Alors ça n'était pas le cas avant 2010. C'était à la bonne volonté des gouvernements. Maintenant, un gouvernement, qui soit de droite, de gauche, de ce que vous voulez, a l'obligation de donner de l'eau et de l'assainissement à sa population, qui, si elle s'organise bien et qu'elle a quelques bons avocats, doit pouvoir l'exiger du gouvernement. C'est quand même quelque chose qui n'est pas une consolation, mais qui est un moyen qu'il ne faut pas négliger et qui peut apporter pas mal de sous là où il n'y en avait pas jusqu'à présent. Donc finalement, les Nations Unies font quand même un certain travail. Les associations dont je vous ai parlé méchamment tout à l'heure, puisque j'en fais partie, organise tous les 3 ans un grand forum. Donc le dernier en 2012 était à Marseille, le prochain en 2015 sera en Corée, et vous avez là une photo qui montre qu'on discute, mais bon, voilà, on discute. Au niveau national, vous avez une photo intéressante, parce que monsieur le maire a parlé tout à l'heure des porteurs d'eau. Là, vous avez tous les porteurs d'eau, je crois que c'est au Burkina ou au Niger, je ne me souviens plus bien, qui font la queue pour remplir leurs citernes et aller vendre l'eau là où on en a besoin, c'est-à-dire un peu partout. Mais vous voyez, il y a une sacrée queue quand même. Pourquoi il y a une sacrée queue? Parce qu'il n'y a pas de tuyau. Le tuyau, c'est un truc important, ça a l'air de rien, mais ça coûte cher un tuyau. Les bidons de récupération coûtent moins cher. Donc en Europe, vous avez une aide européenne qui s'appelle Europe Aid. Si vous savez, si vous connaissez bien les gens à Bruxelles, etc., que vous faites leur siège sans arrêt, généralement au bout de 4-5 ans, vous obtenez un petit quelque chose. C'est dur, c'est très dur. En France, vous avez 2 sources de financement. L'un, c'est le ministère des Affaires étrangères, MAE, on entend parler en ce moment, et l'autre, c'est l'Agence française de développement. Le plus gros, en fait, dans ce domaine-là, c'est l'Agence française pour le développement. C'est à la gare de Lyon, je dis ça parce que ça mérite d'y aller ou ça mérite de regarder le site de l'AFD. Ici, vous avez une statistique assez effrayante qui montre
l'aide publique au développement, donc l'argent qu'un État donne pour ce genre de travaux. C'est une statistique de l'OCDE, dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, ceux qui la publient, c'est les Suisses. Le petit bâton rouge, c'est le bâton suisse, qui est à 0,45 du revenu national par tête ou du revenu national brut. Ça veut dire que quand vous gagnez 1 euro, eh bien, vous consacrez, pardon, quand vous gagnez 100 euros, vous consacrez 45 centimes aux pays pauvres. Ce qu'on avait promis, c'est la ligne horizontale supérieure. En 1992, on avait promis, tous les pays un peu riches, qu'ils donneraient 70. À l'heure actuelle, on en est à 45. Et vous voyez, c'est quand même 92, 20 ans plus tard, 21 ans. La France, c'est comme la Suisse, à peu près. Vous avez des pays qui n'aiment pas ce genre d'aide. Par exemple, les États-Unis, vous voyez, ils donnent 0,19. Nous, on donne 0,45. Mais vous avez des pays qui donnent plus que 0,7. Par exemple, le Luxembourg, qui est un pays très riche, en fait, pour des raisons bancaires, et généreux. Mais les pays comme la Suède ou la Norvège également sont très généreux. Les pays scandinaves donnent beaucoup. Les pays dans notre genre donnent moyennement. L'Allemagne, vous voyez, c'est un peu moins que nous. Bon, la Grèce, on ne peut pas leur en vouloir. Ils sont petits derniers, comme souvent. Alors, vous avez en France une aide publique au développement de 7 milliards. Ça représente 0,45%, je viens de vous le dire. C'est quelque chose qui fait donc 1600 millions, 1,6 milliard, ce qui n'est pas mal, c'est à peu près 7% de l'aide publique au développement pour les écoles, les hôpitaux et tout. Ce 7%, c'est quelque chose que vous retrouvez dans pas mal de pays. Et l'eau pèse 7%, si vous voulez, du reste. Voilà. Des routes, des écoles, des hôpitaux. Bon. Et là-dedans, vous avez une loi qui est très connue, puisqu'elle porte le nom de votre maire, M. André Santini, à qui il faut rendre hommage au passage. Je vais vous raconter ça peut-être dans les questions, parce que je vois que l'heure tourne. Et il y a quelque chose qui s'appelle la coopération décentralisée. La coopération décentralisée, c'est quelque chose qui ne passe pas par les gouvernements, qui ne passe pas par la représentation diplomatique, c'est-à-dire nos ambassades, qui ne passe pas par les gouvernements bénéficiaires. Comme, entre guillemets, militant d'une association, Programme Solidaritéo, moi je suis assez content de ça, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de corruption dans ce cas-là. Vous voyez les gens qui vont faire les dépenses, évidemment c'est plus compliqué, puisque c'est plus du tout national, il y a des sommes bien moindres, etc. Mais c'est parce qu'il y a des sommes bien moindres que ça se passe mieux sur le plan de la destination de ces sommes. Donc on en reparlera tout à l'heure, mais vous voyez, ça ne va pas très loin, puisque c'est 5% des 500 millions à l'heure actuelle. Ça représente en France 25 millions, dont l'essentiel, je vais vous montrer, vient essentiellement des collectivités locales, pas de l'État. Hein, c'est, comment dirais-je, de la coopération décentralisée, donc ça ne passe pas par l'État. Le rendement possible serait de 100 millions. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on est au quart de ce que théoriquement devrait donner la loi ou d'un Santini ou d'un sénateur de la Vendée. Vous avez ici au niveau local, donc les collectivités, les mairies, les communautés urbaines, mais aussi les départements, les régions. Vous avez des associations comme Action contre la faim, Solidaritéo Europe, SEE, le programme Solidaritéo, des privés. Hein, il y a des gens qui, pendant leurs vacances, on tape toujours sur le privé. J'ai jamais fait partie du privé, hein, j'ai toujours été dans le public, mais je défends le privé, notamment le privé dans le domaine de l'eau. Il y a des gens
à Suez, je les connais, qui vont passer leurs vacances pour aider et qui ne sont pas payés pendant ce temps-là. Hein. Donc il y a des gars qui font des choses intéressantes. Le SIAP c'est des égouts, c'est pareil. Hein. Bon, c'est communal, si je puis dire, ou intercommunal. Puis il y a des engagements personnels qu'il faut saluer au passage et qui font des choses tout à fait importantes. Hein. Je viens d'en voir là, la semaine dernière, des gens qui revenaient de Madagascar. Plus personne n'est de Madagascar à l'heure actuelle. Ni l'international, ni le national, quiconque. Mais il y a des associations. Il y a des associations laïques, il y a des associations religieuses. S'ils n'étaient pas là, il n'y aurait personne. Donc il faut souligner ça. Quand il n'y a plus personne, il reste encore les associations. Hein, c'est comme la boîte de Pandore, tous les mots s'échappent de la boîte quand on l'ouvre, oui, mais il reste l'espérance. Hein, donc il ne faut pas se moquer de l'espérance. Voilà l'application de la loi Oudin-Santini. Donc en tête, il y a un endroit où M. Santini compte beaucoup, puisque c'est quand même le président, qui est l'agence de l'eau Seine-Normandie. Vous voyez, il y a 5 millions d'euros qui est pris sur les redevances, en fait. Hein. Vous avez un peu plus bas, mais je ne sais pas si vous le voyez, il est à 1, 2, 3, 4, le 5e rang, le syndicat des eaux d'Île-de-France, il s'appelle CEDIF, dont je pense à l'issue des Moulineaux, on a dû entendre parler vaguement. Hein. C'est également M. Santini, donc si vous faites les deux, il émarge, si je puis dire, pour 6,5 millions, ce qui est pas mal sur 25. Hein. Et ensuite, ça décroît, mais bon, le plus petit, là, ils ne sont pas tous, parce qu'il fallait s'arrêter, c'est la région Picardie, il donne déjà 100 000 euros, c'est mieux que rien du tout. Donc voilà simplement ce que je voulais vous montrer, on pourra revenir à l'occasion de questions, j'ai presque terminé. Vous avez près du jus d'orange tout à l'heure des plaquettes comme celle-là qui vous donnent le dernier cri de PSO, puisque je fais partie de PSO, et qui vous donnent des détails sur lesquels je n'ai pas pu entrer, notamment sur l'eau et l'assainissement, qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on récupère à travers ce système communal ou intercommunal. Quelles sont les difficultés, en dehors de toutes celles que... Bon. C'est très difficile d'intervenir quand l'argent disparaît, vous le mettez sur la table, vous vous retournez et il n'est plus là. Ça m'est arrivé ô combien de fois, et pas seulement en Afrique, il y a pire, je fais partie de Solidarité Europe, dans les anciens pays du bloc soviétique, il y a de mauvaises mœurs parfois. Donc on est étonné. Il y a une idéologie économique, Monsieur le maire, je dis Monsieur le Président, parce que ça a été mon président, on a parlé tout à l'heure, l'eau n'est pas gratuite. L'eau est gratuite, d'accord, mais les tuyaux, les pompes, tout ça, il faut payer. Donc là, vous avez un tuyau qui est mal entretenu. Vous voyez, ça, c'est un truc pour attraper les maladies, c'est bien. Et puis, à droite, vous avez quelque chose qui est évidemment beaucoup plus moderne, mais vous avez de l'insécurité. La sécurité, c'est que les gens qui, je l'ai vécu, qui ont des groupes électrogènes qui marchent au pétrole, payent les petits-enfants en bonbons, en sucreries, comme on dit, c'est-à-dire en Coca-Cola ou l'équivalent, en jus d'orange, pour caillasser ces trucs-là, les panneaux solaires. Comme ça, les panneaux solaires ne marchent plus, il n'y a pas d'argent pour les remplacer, et on revient au pétrole, qu'on n'a pas d'argent non plus, mais on le paye quand même. Le monde est méchant, donc il faut en tenir compte. Donc ça signifie qu'il faut payer des gars autour pour protéger des agents de police. Dans le fond, ça revient à peu près à ça, ce qui est difficile, mais il faut l'expliquer. Une fois que ça a été détruit une fois ou deux, et qu'on a expliqué aux enfants que ce n'était pas bien, qu'on allait leur donner quand même des bonbons sans qu'ils jettent des cailloux, tout ça est compliqué. La technologie non adaptée, c'est ça. C'est-à-dire qu'on veut faire bien, le Paris-Dakar passe, il pollue tout, mais il laisse des pompes, oui, et 6 mois plus tard, tout est en drapeau, il n'y a plus rien qui marche. Donc, tant qu'il y a des journalistes, on fait des photos, on est généreux, puis après, il n'y a pas le suivi. Bon, voilà. Alors, c'est ça la technologie non adaptée, il faut pouvoir entretenir soi-même la technologie et grimper, si je puis dire, l'échelle de la difficulté technique. Ça, c'est le panneau solaire, c'est très très bien. Le solaire, c'est merveilleux. C'est pas facile ni à fabriquer ni à entretenir. Donc,
Est-ce que c'est adapté? Oui, à la condition d'y mettre de la sécurité. Bon, si tout le monde se parle et se comprend, ça s'appelle la gouvernance dans la terminologie internationale. S'il y a un peu de transparence, c'est-à-dire qu'il y a un minimum de comptabilité, s'il y a un régulateur, c'est-à-dire quelqu'un qui surveille, c'est l'équivalent de l'agent de police tout à l'heure autour des panneaux solaires, ça marche mieux que si ces trois choses-là n'existent pas. Si on forme les gens, c'est mieux que si on ne les forme pas. C'est la compétence dont je parlais tout à l'heure. Mais il faut les former pour ce qu'ils vont faire, et non pas les former pour qu'ils passent un doctorat dont ils n'auront jamais à se servir. Ça a été mon cas. Moi, j'ai appris, je venais de l'aéronautique, je ne connaissais rien à l'eau. J'ai appris sur le tas, en fait. Et c'est parce que j'ai appris sur le tas que je peux faire des petites choses maintenant. Si j'avais appris dans le livre, je ne pourrais rien faire maintenant. Je ferais uniquement des discours comme je suis en train de vous faire. La formation, c'est donc quelque chose à réfléchir, qui n'est pas facile, mais il y a tout un tas d'associations qui le font. Et essayer de ne pas se concurrencer, c'est-à-dire de ne pas avoir, comme je l'ai vu à Haïti par exemple, le plus gros 4x4 avec l'argent qui a été donné pour l'eau. Donc une association d'un pays va s'acheter un 4x4 mirifique avec des peintures sur les portes montrant que tel ou tel pays, la France, la Suisse, la Grande-Bretagne est généreuse, et tout de suite après, il y a deux 4x4 encore plus gros, etc. C'est pas sérieux. Donc ça arrive, ça. Ça arrive même souvent parce que les gens sont un peu... Voilà. Alors je vais terminer là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez faire une fois que vous ressortirez absolument abruti par cet immonde Teigneur Buchot qui a dégagé sa bile là ce soir? Est-ce que vous voulez faire quelque chose près de chez vous? Est-ce que vous voulez faire quelque chose loin de chez vous? Dans tous les cas, il y a quelque chose à faire. Dans tous les cas, il faut travailler. Et notamment si vous allez dans des associations, c'est du travail personnel. C'est-à-dire qu'il y a tout à inventer. Ce n'est pas l'association qui va vous dire ce qu'il faut faire, c'est vous qui allez dire à l'association. Et ça, c'est un point dont on comprend le système. Autrement, ça devient l'équivalent d'une assemblée des copropriétaires, si vous voulez. Ça, c'est pas bon. Les gens s'enguirlandent et puis il ne se passe rien. Voilà. Voilà, et merci de votre attention. Il est beaucoup plus tard que ce que je voulais, j'ai un quart d'heure de retard. Et je réponds à toutes les questions que vous souhaitez, si je peux. Juste avant de compléter, avant que vous nous posiez vos questions, on pourrait compléter les propos en disant que sur Issy-les-Moulineaux, dans le cadre du comité de jumelage, n'est-ce pas, nous avons une action à Dapahong, notre ville jumelle au Togo, pour donc effectivement nous utilisons alors l'argent du comité de jumelage, nous utilisons les subventions de la IMF autour de projets ma foi bien ficelés, et nous utilisons évidemment la loi Oudin-Santini. Nous sommes quand même bien placés. Dans ce cadre-là, sur le long terme, nous avons dans un premier temps installé des latrines dans toutes les écoles de Dapahong, parce qu'il était important effectivement que les petites filles puissent aller à l'école et que nous combattions un certain nombre de maladies. Donc ça, c'est quelque chose qui a été réglé avant que moi que je ne sois maire adjoint en relations internationales. Nous avons fait des travaux d'assainissement et aussi construit quelques kilomètres de canalisation pour alimenter des bornes, des fontaines. Alors évidemment, on se retrouve maintenant face à l'idée éventuellement d'aller vers des raccordements chez l'habitant. Sauf qu'il y a quand même des problèmes de mentalité. C'est quand même la femme qui va chercher l'eau actuellement, qui a les moyens de payer cette eau. Et installer des raccordements, ça implique des organisations familiales quelque peu différentes. C'est pas si simple. Tout ça est lié à des problèmes d'éducation. Et puis, on se retrouve aussi face à la difficulté que vous souleviez, c'est l'entretien. Parce que les bornes fontaines, les unes après les autres tombent en panne, que les canalisations et ces bornes ne sont pas suffisamment entretenues. Mais il faut aussi battre notre coulpe dans le sens où nous aurions probablement dû faire de la formation sur les personnels susceptibles d'entretenir eux-mêmes.
Alors c'est vrai qu'on voit que dans le cadre de cette coopération décentralisée, nous ne pouvons pas rester toujours dans la logique de l'aide. Il faut passer à une logique d'accompagnement. C'est d'ailleurs ce que souhaitent ces pays, c'est-à-dire les accompagner et collaborer avec eux, les impliquer réellement. Parce que c'est pas toujours évident, on construit, on les aide et puis on les a peut-être pas suffisamment impliqués au bon moment pour qu'ils se sentent suffisamment responsables de ce qu'on a installé chez eux. Voilà, donc en tous les cas, voilà ce que nous faisons sur la vie. Je vous laisse poser vos questions. Alors, comme c'est toujours difficile, je profite de ce grand moment de silence gêné pour vous dire qu'il y a 2 documents au moins, vous devez pouvoir à peu près tous les avoir, que j'ai donnés tout à l'heure. L'un est, dans le fond, le rapport d'activité du programme Solidarité Eau, qui est une fédération de pas mal d'associations, qui est cette couverture-là. Et puis l'autre, c'est l'Agence française de développement qui dit ce qu'elle fait. Vous avez 40% de ce qui se fait en France au niveau associatif et national avec ces 2 revues. Ça ne veut pas dire que vous avez tout, mais vous avez un échantillon relativement représentatif. Voilà. Ce qui peut permettre de compléter et de vous faire votre religion, si je puis dire. Alors, si vous avez des récriminations, des contestations, etc., elles sont les bienvenues. Et si vous avez des questions, si je peux y répondre, j'y répondrai. Si je ne peux pas, je vous dirai très simplement, je ne sais pas, mais voilà ce qu'il faut faire. Monsieur, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez parler dedans? Au début de la séance, là, on nous a remis un papier. Ah bon? Je lis, je n'ai pas compris. Oui. C'est également un sujet vital pour l'humanité, on parle de l'eau, bien sûr. Oui. 1,4 milliard de personnes vivaient avec moins de 1000 mètres cubes d'eau par an en 2011. Oui. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Je vais vous expliquer quelque chose. De ce que je me souviens, nous étions 4 chez moi, on consommait 250 mètres cubes par an. Oui, alors c'est à 1000 mètres cubes, ils sont bien Oui, lotis, oui, on nage. Il y a quelque chose qui... Il y a des piscines ça partout. ne serait pas plutôt 10 mètres cubes? Non, c'est bien 1000, mais je vais vous expliquer. La moyenne mondiale, c'est 2500. Et ça s'appelle le stress hydrique. Et quand on est à 1000, ça se passe très mal. Qu'est-ce qu'il y a dans ces 1000? Donc c'est par an. Donc déjà, pour avoir par jour, il faut diviser par 365. Bon, ça, c'est pas trop compliqué. Mais en fait, ces 1000 représentent tout ce qui est dépensé par l'industrie, l'agriculture, le domestique, les besoins de l'écologie, donc tout. Comment est-ce qu'on obtient ce chiffre qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui est un chiffre qui permet de comparer les pays? On regarde ce qu'on appelle latin l'impluvium, donc toute l'eau qui tombe. On regarde ce qui arrive du sous-sol par les prélèvements. On regarde l'eau qui passe depuis la frontière. On retire l'eau qui passe dans le pays d'à côté. On additionne tout ça et on divise par le nombre de personnes du pays. Donc en France, 65 millions, quelque chose comme ça. Et on obtient ce chiffre, qui est que au Canada, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais je n'ai pas donné les chiffres, vous avez plutôt dans les 25 000. En France, vous avez dans les 5 500, 6 000 et ça diminue. À Haïti, vous avez moins de 1000. Donc, ensuite, les gens de l'UNESCO, c'est une invention de l'UNESCO. Les gens de l'UNESCO se sont, pendant 10 ans, traités de tous les noms, mais avec beaucoup d'égards, bien entendu, pour leur qualité scientifique, pour dire quelle est la limite en deçà de laquelle ça va mal. La réponse, c'est 2500, sachant qu'à 3000, c'est mieux, et qu'à 2000, c'est pas terrible, plutôt 2200. Quand vous tombez à moins de la moitié de 2200, c'est-à-dire à 1000, là, ça va très mal. Ça veut dire que les enfants meurent, notamment. Pas uniquement parce qu'il manque d'eau, mais parce que l'eau est croupie, parce que vous ne pouvez pas développer le pays. Je vais prendre l'exemple, l'Égypte. On parle beaucoup de l'Égypte depuis un certain temps, hélas. Bon. En Égypte, ils doivent être à 1500 ou quelque chose comme ça, et 98% de ces 1500 est réservé à l'agriculture et à la ville. Donc ça veut dire pas d'industrie, c'est terminé.
Si vous regardez ça d'un point de vue international, les pays limitrophes et les pays riches trouvent que si l'Égypte ne développe pas trop ce plan industriel, il leur reste le tourisme et ça suffit, quoi. Et ça signifie donc que on les comprend, les Égyptiens, hein, j'ai travaillé un peu. On les comprend de vouloir affamer les gens qui sont à l'amont, parce que déjà ils sont affamés. Mais ça signifie qu'à un moment donné, tant la corde elle va craquer. Hein. Donc ce système-là n'est pas autre chose qu'un indicateur macro-hydraulique, si je puis dire, macroéconomique par la même occasion, qui permet de savoir qu'on vit mieux au Québec qu'en Égypte ou à Haïti. C'est tout. Mais en fait, ça mélange tout un tas d'usages. Ce que vous disiez sur un plan, alors, familial, hein, personnel, en France, avec 50 mètres cubes par an, on se débrouille bien pour une famille. Si on tombe à 15 mètres cubes par an, on ne se débrouille pas bien. Si on est, alors que je calcule vaguement, par exemple, en province, dans les pays, disons, Cévennes, hein, mettons, c'est plutôt 75 litres par jour et par personne. À Paris, c'est 300-350 litres. Hein. Pourquoi? Parce que ici, c'est beaucoup plus sale, déjà. Vous revenez, combien de fois on se lave les cheveux? Vous allez à la campagne, vous lavez moins les cheveux parce qu'ils ne sont pas sales. L'air est sale. Bon. Je ne dis pas qu'on peut boire l'eau de pluie partout, mais à Paris, non, hein, ne buvez pas l'eau de pluie. L'eau de pluie lave tout, et notamment tous les gaz automobiles ils sont lavés par la pluie, donc vous les absorbez ensuite en buvant l'eau de pluie directement. Donc il faut faire attention. Vous voyez, tout ça, ça dépend de quelle eau on parle. L'eau des 1000 mètres cubes, c'est tout. Donc 1000, ça ne suffit pas, il faut 2500. Bon, ce sont des chiffres, et c'est pour ça que je n'ai pas cité, qui ne facilitent pas la compréhension, disons-le. Mais pour des experts de l'eau internationaux, ça permet de classer les pays. Alors il y a une carte que vous avez vue, je ne l'ai pas mise parce que je me suis dit, bon, il faut changer un peu. En gros, hein, je vais caricaturer, mais en gros, tous les pays de l'islam sont en dessous de 1800 mètres cubes. C'est pas indifférent. Bonsoir. Il faut parler dans un micro. Merci pour votre exposé. J'avais 3 questions à vous poser, une sur la guerre, une sur l'eau agricole et une sur la valeur exemplaire des pays occidentaux, l'Europe. Alors la guerre, M. Barraquet nous avait expliqué qu'en fait il y avait de moins en moins de conflits. Alors je ne sais pas, vous avez l'air de dire que l'eau n'est qu'un facteur aggravant, mais vous avez quand même cité sans potentialité de conflit. La deuxième question, c'est l'eau agricole. Bien entendu, on ne doit pas parler de l'eau potable dans la mesure où ça n'est que 2%. 98%, c'est l'eau agricole. En fait, si les gens mangeaient, ils seraient plus résistants. Oui. Donc le problème, c'est ça. C'est comment arriver à de l'eau agricole à 20 centimes. À l'heure actuelle, on est à 1 euro et les compagnies font énormément de profits. Ah oui. La troisième question, c'est la valeur exemplaire de l'Ouest. Nous avons de l'eau à 62 critères, peut-être plus maintenant. Maintenant plus. Bon. Alors que vous avez dit, il faut grimper doucement l'échelle de la différence technique. Et mon souci, c'était de faire comprendre aux pays de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest, qui nous demandent de l'eau occidentale. Pourquoi nous, les Noirs, on n'aurait pas de l'eau? Vous voyez, c'est souvent ce genre de réflexion. Oui, je fais court, hein, je vous prie m'excuser. Et j'avais tendance à dire, mais en 1900, on demandait 4 critères pour l'eau. Hein, l'eau pour faire cuire les patates, enfin, vous connaissez ces critères. Voilà, sur ces 3 questions. Oh, merci, hein, c'est 3 excellentes questions.
Je vais répondre dans l'ordre parce que j'ai pris des notes. Alors, Bernard Baraquet. Bernard Baraquet, c'est un ami depuis 40 ans. Hein. C'est plus qu'un ami de 30 ans. Autrement dit, on a fait tout un tas de choses ensemble. Bon, tout ça, ça dépend de la façon dont on présente les choses. On est en fait assez d'accord. Il n'y a pas vraiment des guerres de l'eau. Hein, ce qu'on voit souvent, c'est, comme on dit dans le journalisme, un marronnier. À période d'1 an ou 2 ans, on a un numéro spécial, Nouvel Observateur, de l'Express, du Point, que sais-je, qui dit la guerre de l'eau. Bon, alors, il n'y a pas de guerre de l'eau, mais il y a quand même le Jourdain, il y a quand même le Nil, il y a quand même, je l'ai vécu, les relations difficiles entre le Rio Bravo, Rio Grande. Vous avez tous vu des westerns, hein, donc ça sépare le Texas d'un côté et le Mexique de l'autre. Actuellement, la Turquie-Syrie. La Turquie-Syrie, l'Euphrate et le Tigre, tout ça, ce sont quand même des endroits où il ne faut pas trop sortir tout seul le soir, quoi. C'est une expression, hein, ça signifie qu'il faut faire attention. Bon. Et que vous ne pouvez pas planter n'importe quoi, que vous ne pouvez pas construire un barrage. Là, en ce moment, c'est le cas entre le Nil bleu et le Nil. Tout ça est compliqué. Ça est compliqué. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas déclencher une guerre parce qu'il va y avoir des prises d'eau insensées. Mais ça va accompagner quand même. Et si j'ai rappelé le Rhin, il n'y a jamais eu de conflit entre 1871, 1914 et 1939 à cause de la frontière du Rhin. Il n'empêche qu'à la fin de la guerre, celui qui a gagné a pris la rive droite. Hein. Donc c'est quand même très sensible. Alors, Baraquet, il a raison en disant l'eau n'est pas une cause, mais c'est quand même un facteur d'accompagnement. Moi, je rajoute ça. Voilà. Bon. Le caractère agricole. Alors, je ne suis pas d'accord sur votre chiffre de 2% et 98%. Ça, c'est en Égypte, parce qu'il n'y a pas d'industrie. Mais là où il y a de l'industrie, par exemple dans les pays de l'Ouest européen, vous avez des chiffres différents qui sont 70% pour l'agriculture. Alors je parle de l'Italie, par exemple. C'est beaucoup moins en France. Hein. En France, c'est 55-60% à cause du midi de la France, essentiellement. Bon, il y a des tourniquets quand on est sur l'autoroute et qu'on sort de Paris sur la Beauce, on les voit, mais par rapport au midi, c'est rien, ou par rapport au sud-ouest, hein, j'habite le sud-ouest, par rapport au champ de maïs, etc. C'est en gros la plus grosse part quand même. Et vous avez raison de dire 20 centimes, vous avez raison de dire que ce n'est pas la même qualité d'eau. Bon. Dans les pays développés, l'eau domestique, c'est 15%. Et entre les deux, eh ben, vous avez les 20-25%, ça dépend de l'âge de l'industrie. Plus l'industrie est moderne, moins elle consomme d'eau. Les industries très modernes, du genre informatique, électronique, choses comme ça, là, qui font des panneaux solaires, bon, consomment l'eau des toilettes, l'eau de la cantine, consomment rien. Il y a des fluides différents de l'eau pour refroidir, il y a des fluides différents de l'eau pour entraîner des défauts. Donc, bon, et si vous regardez l'industrie agroalimentaire 19e, 20e siècle, du style des sucreries, par exemple, hein, ces vieilles industries, là, il y a beaucoup d'eau. Donc, en moyenne, pour le moment, disons que ça tourne autour de 20% qui diminue plus tôt, que l'eau urbaine augmente plus tôt dans les pays développés, parce que une grande ville, c'est pas Paris, hein, une grande ville, c'est 20 millions d'habitants. Pas Paris. C'est Tokyo, voilà, ce genre de choses. C'est le Caire. Bon. Donc là, l'hygiène demande beaucoup d'eau. L'air conditionné demande beaucoup d'eau. Ça aussi, on oublie de le dire. Hein. L'eau est un fluide qui réfrigère. Donc, quand on arrive à un certain niveau économique, tout le monde veut avoir la bonne température, quelle que soit la saison. Bon, ça consomme de l'eau.
Et l'agriculture là-dedans, eh ben, l'agriculture consomme beaucoup d'eau parce qu'on n'a pas trouvé jusqu'à présent, malgré les OGM et toutes ces promesses qui ne sont pas tenues, on n'a pas trouvé des cultures qui sont peu gourmandes, comme on dit en anglais, en eau. C'est toujours à peu près la même chose. Est-ce que cette eau doit coûter 1 euro? Probablement pas. Est-ce que c'est l'intérêt des compagnies privées? Probablement, de monter le prix. Bon. J'ai été expert pendant pas mal d'années de ma vie, j'étais consultant à un moment donné. Alors, je fais partie des coupables qui font passer de 4 critères essentiels à 62, dont 50 sont absolument fallacieux. Alors c'est vrai qu'il y a le principe de précaution, c'est vrai qu'en multipliant le nombre de critères, vous augmentez le prix. C'est le prix de l'eau. Oui. Ah ben plus il y a de critères, plus c'est compliqué. Plus c'est compliqué, plus l'ingénieur nage dans le bonheur. Plus le consommateur de base, lui, tire son porte-monnaie. Hein. C'est ce qu'on appelle le progrès. Bon. Pourquoi est-ce que dans les pays pauvres, c'est la même chose, hein, il n'y a pas que l'Afrique, c'est la même chose en Amérique du Sud, c'est particulièrement vrai en Amérique du Sud, qui ne sait pas trop s'il va vers la pauvreté ou vers le développement. Donc le Brésil, des pays comme le Nicaragua, comment ça s'appelle, Honduras, des petits pays comme ça, ils ne savent pas trop. C'est un problème juridique. Imaginez une association qui dise, nous, on veut de l'eau internationale, on veut l'eau avec les 62, maintenant il y a 70, on veut l'eau, le gouvernement avec le droit à l'eau, eh bien on vous traîne devant des tribunaux internationaux. Évidemment, il y a des arrière-pensées politiques dans ce genre de choses. Si le gouvernement fait quelque chose du style gouvernance, c'est-à-dire s'il donne un calendrier qui permet à la population, avec ses représentants parlementaires, de dire on a un calendrier qui permet de nous mettre dans les normes internationales selon un programme qui peut durer 50 ans, qui peut durer 15 ans, enfin ça dépend des cas. Là, ça change tout. Faut-il encore qu'il y ait des gens qui préparent ça d'une manière astucieuse, de façon à empêcher les recours. Donc c'est faisable. C'est faisable à la condition de passer du temps, non pas à dire j'aime l'environnement, d'ailleurs je distribue des t-shirts où il y a écrit j'aime l'environnement et le développement durable, etc. Ça ne coûte rien, hein, un t-shirt n'est pas cher. Oui, c'est en coton, exactement, mais ça permet, si vous voulez, de donner l'impression que vous vous occupez des choses alors que vous n'en occupez pas. Et ceci étant valable aussi bien dans les pays pauvres que dans les pays riches, beaucoup de gens ignorent tout sur le domaine qu'ils disent aimer. Donc, c'est vrai qu'il faut gravir les échelons d'une échelle pour autant qu'on sache ce que c'est qu'une échelle. Et c'est du travail, là aussi. Je pense que les associations, un certain nombre de groupements internationaux que j'ai un peu cités prennent conscience de ça. Et donc, l'idée se fait progressivement que vouloir tout d'un seul coup, c'est vouloir grimper à l'échelle par 8 ou 10 échelons à la fois. Et entre votre pied gauche et votre bras droit, vous n'arriverez pas à faire la distance des 8 échelons. Vous arriverez peut-être à en prendre 2 par 2, 3 par 3, c'est déjà casse-cou. 8 par 8, vraiment, vous cassez la figure et vous ne faites rien. Donc ça mûrit depuis quelques années, donc les conférences internationales vont dans ce sens. Reste quand même l'histoire des 20 centimes. Ça, c'était un point excellent dans vos remarques. C'est à discuter avec les organisations, et notamment en France, syndicales agricoles. 20 centimes, c'est quand même mieux qu'1 euro. Oui, mais répondent les syndicats agricoles, nous, jusqu'à présent, c'était 0. Alors 0 à 20, on paye. Oui, mais il vaudrait mieux que tout le monde paye. Je dis ça parce que pendant 20 ans de ma vie, ça a été ma discussion. Voilà. On me disait, monsieur le directeur,
On a fait la révolution pour ne pas payer les impôts. On ne va quand même pas vous payer l'eau. J'ajoute rien. Mais enfin, je n'ai pas eu raison des paysans. Ils sont beaucoup plus malins que moi. C'est eux qui ont eu raison de moi. Mais c'est compliqué. Hein. Et dans les pays pauvres, je me souviens, j'ai travaillé un peu en Chine. Bon, c'est un pays moyennement pauvre qui se développe à toute vitesse. Et donc, j'ai rencontré les membres du Parti communiste chinois qui faisaient leur transition vers un capitalisme d'État populaire. Hein. Et leur disaient les paysans, on a beau les tuer, on n'y arrive pas. Donc, c'était la seule différence. Hein. Ils disaient très franchement ce qu'ils pensaient. C'est très difficile de faire payer un paysan. Très difficile. Et il faut dire, si on est paysan soi-même, c'est difficile d'avoir affaire à l'État. Tout le monde veut vous prendre quelque chose, donc pourquoi l'eau? C'est compliqué. Et c'est vraiment un sujet de recherche, d'étude et surtout de débat qui est important. Mais vous avez raison, c'est 20 centimes, c'est pas 1 euro. Je suis d'accord. Bon, et puis alors la valeur exemplaire. La valeur exemplaire, là, par modestie, je dirais qu'on n'est pas très exemplaire et qu'on a promis, ce qui n'était pas beaucoup, 0,7% du revenu pour ce genre de choses, et puis on est arrivé en France à 0,45, mais que dans les pays scandinaves, ils ont dépassé le 0,7 qu'on avait dit à Rio, hein, vous vous rappelez Rio, à Rio il y a 20 ans. Donc, pourquoi on fait que 0,45 ? Je vous prie de m'excuser, ce n'était pas le sens de ma question. Le sens de ma question, c'était technique. Ah, sur plan technique. Pourquoi continuer à dire qu'il nous faut 70 critères, alors que vous savez vous-même que quand on présente ça à un député ou à qui que ce soit, il vous demande, alors c'est rouge, c'est bleu. Je vais vous répondre comme M. Chevènement, quand il était ministre de l'Éducation, quelque chose comme ça, qu'il avait dit dans les classes primaires, il faut savoir lire, écrire et compter. Bon, ça fait 3 critères, il avait raison. Or, ce qu'on présente avec les 62 ou 70 critères, c'est, bon, d'abord on commence par le doctorat, et puis on va aller plus haut. Bon, c'est idiot. C'est idiot. Mais tout le monde commence à comprendre ça. Il y a eu, alors c'est de l'anglais, il y a eu pendant longtemps aux Nations Unies une seule parole, le capacity building. Donc, arriver, la formation, à créer des capacités, c'est-à-dire à faire en sorte que les gens puissent être patrons d'une grande régie d'eau ou d'assainissement comme il y a à Paris. Donc, un établissement du style Suez ou Veolia ou SIAP ou CEDIF. Bon. C'est pas par là qu'on commence. Il faut commencer petit à petit. Tout le monde sait très bien. Mais il y a beaucoup de gens qui sont au chômage technique sur le plan intellectuel. C'est-à-dire qu'ils sont capables de former des grands ingénieurs. Et il n'y a pas besoin de grands ingénieurs tant qu'on n'a pas les techniciens. Il n'y a pas besoin de techniciens tant qu'on n'a pas les fontainiers. Hein, le fontainier, c'est les gars qui distribuent l'eau à chaque porte et qui remplacent petit à petit les gars qui la transportent. C'est généralement avec les gars qui la transportent, avec les bidons que vous avez vus tout à l'heure, qu'on fabrique les fontainiers, etc. Parce que si on les fabrique sans penser à eux, je me suis occupé de ça à un moment donné, c'était en Asie. En plus, il faut savoir qu'il y a une mafia. Enfin, pas facile, hein, c'est pas facile. Eh bien, vous les mettez au chômage. Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces gars-là? Et la nuit, il y a des fuites. Donc il faut les associer. Il faut les associer. Donc il faut plus de sociologues. Là, on est parfaitement en phase avec Bernard Baraquet. Il faut plus de sociologues et moins de techniciens que l'inverse. Hein, c'est des relations publiques. C'est le fait d'expliquer qu'il va y avoir des répercussions sur les salaires des familles qui vont payer l'eau, oui, mais le cousin, le fils, etc. C'est le système qui a été utilisé après la guerre de 14 pour les blessés de guerre avec les cafés, les buralistes. C'est ça qu'il faut faire. C'est pas faire des ingénieurs, on n'a rien à faire des ingénieurs. Il en faut quelques-uns, mais c'est pas ça qui manque.
Alors qu'est-ce qu'ils font les ingénieurs comme moi? Ils se retrouvent dans des trucs, comme vous avez vu sur la photo, à discuter sur ce qu'on devrait faire. Bon, pas le but. Allez-y, monsieur. Bonjour. J'ai lu quelque part, je crois avoir lu qu'il y avait 1 milliard de personnes qui n'avaient même pas l'accès à l'eau potable. Oui. Est-ce que c'est vrai? Donc, et à votre avis, est-ce que ça croît ou décroît? Et finalement, alors, quelles sont les solutions qu'on a actuellement et les futures, enfin, celles qu'on peut... Alors, je ne veux pas mettre en accusation les Nations Unies, j'en ai fait un petit peu partie, mais enfin, il y a beaucoup de discours et pas beaucoup d'actes, et il faudrait mieux que ce soit l'inverse. C'est vrai qu'il y a 1 milliard qui n'a pas accès à l'eau, à moins de 5 kilomètres. Et c'est vrai qu'il y a 2,5 milliards, certains disent 3, allez, on va dire 2,5 milliards par générosité, qui n'ont pas de toilettes du tout. C'est-à-dire qui vont déféquer dans les champs, ce qui n'est pas sain la nuit, surtout quand on a des diarrhées 5 fois par an. Donc généralement, c'est les mêmes. Comment faire? Alors la réponse, c'est beaucoup d'attention sur le terrain et moins d'attention sur les discours généraux au niveau gouvernemental ou international. La réponse, c'est le fait de faire des réalisations progressives avec ce qu'on appelle de la technologie adaptée. Technologie adaptée, c'est qu'une feuillée du style Boy Scout, ça vaut mieux que pas de feuillée du tout. Donc une feuillée, c'est, vous savez, un trou dans la terre avec quelques... Alors ça dépend si c'est du sable, ça dépend si c'est marécageux, ça dépend de beaucoup de choses. Hein. Faut pas avoir trop... Enfin, faut réfléchir là. Hein. Il y a une technique. Bon. Ça veut dire que des bornes fontaines où on paye quelque chose, ça vaut mieux qu'un point d'eau à 5 km. Comment on paye quelque chose? Eh bien, on met un type avec une Kalachnikov à côté. La comptabilité est faite par des femmes, elle n'est pas faite par des hommes. Les hommes, excuse de dire ça, je vais me faire assassiner par les messieurs en sortant, mais les hommes se payent toutes sortes de choses, et notamment de l'alcool ou des trucs comme ça, avec l'argent de l'eau. Les femmes, non. Donc ça, c'est à 98% dans le monde, c'est une règle que tout le monde connaît dans les associations. Bon. Petit à petit, les enfants des femmes qui peuvent être des fils deviennent plus raisonnables. Mais ça prend 20 ans. Hein. Ça veut dire que c'est un changement compliqué, c'est un changement qui doit durer. Et il est évident que si en même temps vous avez des guerres civiles, tout ce que je viens de dire est faux. Or, les guerres civiles ou des guerres de territoire, l'horreur, c'est vous ouvrez un puits dans le Sahel. Bon. Il y avait un troupeau de 500 bêtes et il y avait 1000 personnes. Tout allait bien. Ça se sait très vite. Et au bout d'un moment, tous les troupeaux convergent. Et toutes les personnes convergent aussi. Ça se termine à coups de couteau. Donc, je veux dire que l'enfer est pavé de bonnes intentions au départ. Donc, ce n'est pas un puits qu'il faut faire, c'est 50 puits. 50 puits, ça devient politique. Il faut discuter qui va avoir les puits en même temps. Si vous n'en faites qu'un, c'est ce que je reprochais au Paris-Dakar pour la photo, vous faites du mal, vous ne faites pas du bien. Si vous vous occupez que de l'eau potable et que vous ne faites pas l'assainissement en même temps, que vous ne protégez pas votre point d'eau et que les bœufs défèquent dans le point de l'eau potable, elle n'est pas potable très longtemps, l'eau. Donc voilà, hein, tout est comme ça. Donc il faut prévoir un peu à l'avance, c'est du bon sens, c'est pas autre chose. Et c'est de la patience. Et c'est quelques moyens, c'est-à-dire qu'il faut passer au-dessus de seuil d'incompétence. Parce que ne pas penser que tout le monde va rappliquer, parce qu'il y a un endroit où il y a de l'eau, c'est de l'incompétence. Il suffit d'avoir vécu ça une fois pour comprendre que ça sera partout comme ça dans le monde. Donc, je veux dire qu'il y a plein de choses comme ça qui peuvent se régler, mais qui peuvent se régler en associant les gens,
en les accompagnant, comme vous disiez, madame, ça c'est vrai, mais d'une manière discrète et gentille. C'est-à-dire que c'est exactement comme les enfants, on a tous eu des enfants, enfin beaucoup d'entre nous, je pense, on les met sur un vélo, ils se cassent la figure. On met des petits trous, ils ne se cassent pas la figure, mais ils n'apprennent pas à faire du vélo. Donc au bout d'un moment, on remonte les petits trous, et puis on essaye qu'ils ne se fassent pas trop de nions, et puis à un moment donné, ils disent que les parents sont inutiles. Là, ça va, ils sont sortis d'affaires, et ils deviennent ingrats, ce qui est normal. Donc on a fait notre boulot. Et c'est exactement pareil dans le domaine de l'eau. C'est-à-dire qu'il faut accompagner gentiment. Il ne faut pas faire la leçon, et il ne faut pas non plus attendre que la leçon se fasse tout seul. Elle ne se fait pas toute seule, c'est comme le vélo. Voilà. Mais bon, ça prendra ce que ça prendra. Alors, vous m'avez posé la question, est-ce que le milliard s'accroît ? Et je vais vous répondre, faites attention à ce qui se passe comme discours en 2015. C'est bientôt 2015. C'est la fin de l'objectif de développement du millénaire, ou de l'objectif du millénaire pour le développement des Nations Unies voté en fin 2000, début 2001. Et donc la moitié du problème normalement est résolue. C'est pas vrai. Donc comme la moitié du problème n'est pas résolue, on va changer la norme. Et on va dire qu'il n'y a plus 1 milliard, il y a moins d'1 milliard. Comment est-ce qu'il y a moins d'1 milliard ? C'est parce qu'on a réussi à protéger les points d'eau qui ne sont pas forcément potables des chèvres, des vaches, des troupeaux. Et donc, elle est réputée potable puisque les animaux n'y vont plus. Alors, en petit caractère, c'est comme chez les assureurs, il y a écrit qu'on définit l'eau potable comme n'étant pas accessible aux animaux. Et hop, et voilà. Donc, la carrière de mes anciens collègues est assurée puisqu'ils ont réussi leur objectif. Mais enfin, tout le monde sait très bien, il y aura d'autres personnes comme moi qui vous le diront à ce moment-là. Donc, en 2015, les comptes vont être réglés, si je puis dire. Ça ne veut pas dire que rien n'a été fait, c'est faux. Dans les pays en transition, la Chine est tellement grosse que, évidemment, elle compte beaucoup par rapport au Honduras, par rapport au Burkina. Et donc, son poids va permettre d'avoir une moyenne honorable. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, évidemment, dans chaque cas. Là, je suis un peu français, c'est-à-dire que j'aime pas qu'à Paris, il y ait de l'eau potable, et puis qu'en Corrèze, je pense département tout à fait au hasard, il n'y en ait pas. Donc, il faut qu'il y en ait partout. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge, mais il ne faut quand même pas se désespérer. Voilà. Alors, y a-t-il d'autres questions ? Ah, monsieur, avec un micro. Vous allez prendre un micro. Bonsoir. Simplement, vous avez parlé d'espérance. Alors, je voulais vous demander une simple question. Est-ce qu'on n'a pas l'espoir un jour de décomposer l'eau de mer de façon simple pour effectivement avoir un peu plus d'eau potable ? C'est voilà. Une espérance technique. Je préfère le mot espérance au mot espoir. L'espérance n'est jamais déçue, l'espoir souvent est déçu. Donc, voilà, c'est du vocabulaire. Alors, c'est pas compliqué. Il y a, dans ma jeunesse, si je puis dire, enfin, il y a, mettons, 15 ans, donc j'étais quand même pas si jeune que ça, il y a 15 ans, l'eau potable au sortir de l'usine, c'est-à-dire sur la côte, là où il y a la mer, l'eau potable tirée de l'eau de mer coûtait un gros dollar, disons 1 euro, par mètre cube. Ensuite, il faut la transporter. Donc, vous ajoutez au prix de l'eau, qu'on a déjà du mal à payer, 1 dollar. Bon, si vous êtes en Suisse, qui est un grand pays maritime, comme chacun sait, 1 dollar de plus par mètre cube, alors vraiment, les Suisses s'en moquent alors complètement. Idem dans les pays scandinaves, Norvège baigne dans le pétrole, le gaz. C'est pas 1 dollar par mètre cube qui leur fait peur. Si vous êtes en Corse, ça fait déjà un peu plus peur. Si vous êtes en Algérie, ça fait très peur. Si vous êtes dans un pays de Centrafrique où il y a des eaux saumâtres, il n'y a pas que la mer. Et avec l'eau saumâtre, vous faites de l'eau potable. Donc sur le plan technique, il n'y a plus de problème. Et le dollar,
Le gros dollar est devenu 1 dollar, et à l'heure actuelle, c'est plutôt 50 cents de dollars, c'est-à-dire, disons, 40 cents d'euros. 40 cents d'euros, ça s'ajoute au prix distribué. Le prix distribué en France, en moyenne, c'est 3 euros par mètre cube, y compris l'assainissement, sachant que ces 3 euros, comme vous le savez peut-être, se décomposent en gros en une petite moitié pour l'eau potable et une grosse moitié pour l'assainissement. Ces 3 euros, ils s'appellent 7 à 10 dans des pays comme Berlin ou dans des pays comme Copenhague. Ça à réfléchir, ça. Eux, ils sont dans les critères, les 62 dont on parlait. Nous, on n'y est pas. Il ne faut pas croire qu'on fait semblant, mais on n'y est pas. Donc, ailleurs, en Italie, et notamment en Italie du Sud, qui ressemble déjà à des pays méditerranéens de la rive sud, on est à 15 centimes d'euros payés. Bon, donc ne buvez jamais d'eau qui ne soit pas embouteillée en Italie. En Grèce, pareil, en Égypte, ça ne vous viendrait pas à l'idée. Hein. Donc il faut vraiment faire attention. Et la capsule doit être enlevée devant vous, hein, parce qu'il y a quelques système indélicat parfois. Bon. Donc, sinon, vous le verrez très vite à votre ventre. Hein. Ça dure 24 heures. Enfin, ça dure 24 heures à se décider, et puis ensuite, ça met 8 jours à se guérir. Donc, faites attention, hein, c'est très rapide. Et comme vous êtes bien nourri, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, vous vous en sortez bien. Si vous étiez mal nourri, moins bien. Donc, tout ça pour dire qu'il y a un surcoût qui ne fait que diminuer. Ce surcoût ne diminuera pas sans 15 ans parce qu'il y a des lobbies. On parlait de grandes sociétés d'eau. Bon, il y a un lobby des pays du Golfe Persique qui tient le marché de l'eau. Il y a un lobby de la propriété intellectuelle, c'est les États-Unis. Il y a une bourse du prix de l'eau potable tirée qui est à Londres. Tout ça peut se trouver sur Wikipédia si vous travaillez. Toujours pareil, il faut se renseigner, c'est intéressant. Et à un moment donné, il y aura, à mon avis, quelqu'un qui dira « ça suffit, on ne descend pas plus bas que 35 ». C'est le même système que 20 et 1 de tout à l'heure. Donc ça veut dire que les pays en transition peuvent accéder. Donc la Corée, pas de problème. Le Japon, pas de problème. La Chine, le Brésil, enfin les BRIC, comme on dit, la Russie, c'est déjà moins évident. Et les pays pauvres, problème. Parce que l'eau potable doit être acheminée. L'eau potable, à un moment donné, doit être assainie. Sinon, attention à l'environnement, attention à ce qui va se passer sur la santé publique. Donc tout ça, ce sont des coûts qui s'ajoutent et qui sont plus ou moins incompressibles. Bon, on peut bien se débrouiller à un niveau national si on a une eau à 1,50 € assainissement compris. Donc déjà ici on la paye le double. Dans des pays très riches et très attentifs à l'environnement, on la paye le double du double, 4 fois. Mais si vous baissez en dessous de 1,50 €, vous ne garantissez pas grand-chose. Voilà. Permettez-moi d'ajouter quand même en manière d'espérance. Il y a les aquaporines qui vont peut-être jouer dans les membranes. Et 2, pour dire avec monsieur, si le prix de l'énergie dans le pays est très basse. Parfaitement raison. Merci d'ajouter ça parce que le prix, l'eau distillée, de l'énergie, l'eau échangée, les membranes, c'est beaucoup d'énergie. C'est beaucoup d'énergie et donc ça signifie que ce que vous ne payez plus dans la technique de l'eau, vous le payez en pétrole en fait ou en gaz. Idem pour j'ai vu ça en Espagne du Sud, j'ai vu ça en Israël, j'ai vu ça au Mexique. Vous pouvez faire du goutte à goutte. Tout est du plastique. Le petit tuyau, c'est du plastique. Les petites pompes, c'est du plastique. Les ordinateurs pour répartir les gouttes, faire attention que ça ne se bouge pas, etc., c'est encore du plastique. Donc c'est du pétrole.
Donc en fait, vous avez substitué l'eau, qui est un matériau assez vulgaire, par quelque chose qui est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus technologique, et vous payez en plastique ce que vous ne payez plus en eau. Il faut en avoir les moyens. Hein? Donc le Mexique, ça lui va très bien. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gars, ils sont dans des serres. La serre, c'est du plastique, au fait. Hein? Il n'y a quasiment pas de terre. Les types sont habillés dans les combinaisons spatiales que j'ai connues quand on fabriquait des satellites. Et ils sont bac plus 6 ou 7. C'est plus des paysans. Les paysans sont dehors. Et on fabrique des tomates parfaitement rondes qui n'ont aucun goût, je vous rassure, qui ont la taille exacte de l'emballage en plastique. C'est mis dans des camions et ça part du Mexique directement vers Chicago. Les Mexicains n'en voient rien. Donc je veux dire que c'est un monde artificiel qui ne consomme plus d'eau, comme les industries très modernes ne consomment plus d'eau. Donc, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien? Ça dépend ce que vous voulez faire, et ça se discute. Je ne veux pas vous ennuyer. Moi, ça va. Hein. Vous pouvez poser, mais je ne veux pas tirer trop sur l'horaire. Hein. Non, Yati, on va peut-être s'arrêter là et puis nous retrouver en salon Élysée pour vous annoncer que donc nous retrouverons le prochain entretien d'ici le 22 octobre avec Ahmed Djebar. Ahmed Djebar est indiqué professeur émérite de l'Université de Lille, mais c'est quand même un mathématicien connu et reconnu pour tout ce qu'il a fait effectivement sur les sciences arabes. Et entre autres, il était également le commissaire de l'exposition L'âge d'or des sciences arabes l'an dernier à l'Institut du monde arabe, justement. Donc nous ferons cet entretien d'une part dans le cadre de la manifestation de culture scientifique que nous avons habituellement sur la ville au mois d'octobre, et d'autre part parce que l'année 2013 est l'année de la planète Terre, des mathématiques de la planète Terre. Donc c'était à point nommé pour retenir un tel entretien et un tel sujet au mois d'octobre. Au plaisir de vous retrouver le mois prochain, et pour l'instant nous allons au salon Élysée.